Docteur Résimon, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui d'immunité. Oui, donc c'est l'occasion d'en parler avec cette épidémie, cette pandémie de coronavirus. Donc l'immunité concerne les défenses contre les cancers, les bactéries, les virus, les parasites, etc. Donc ce que je vais dire ici ne concerne pas seulement le corona. C'est le même discours que j'aurais tenu il y a quelques mois si on m'avait demandé de parler d'immunité. Il n'y a pas de grosse différence. L'immunité, c'est le terrain. Donc un virus, chez telle ou telle personne, n'aura pas du tout la même incidence, la même mortalité, la même morbidité, selon le terrain de l'individu. C'est quoi le terrain? C'est les moyens qu'on a pour se défendre. Après, il y a plusieurs barrières de défense. Et une des barrières principales de défense, c'est le mucus, donc la sécrétion des voies respiratoires, où on sécrète des anticorps, des IgA locaux, qui peuvent être première barrière de défense, mais également deuxième barrière, l'intestin. Ce que les gens ne savent pas, c'est que 60 à 80% de nos possibilités de défense viennent de la flore intestinale. Donc les bactéries qu'on a dans l'intestin qu'on n'a pas vont déterminer si on va se défendre, ne pas avoir ou avoir un cancer, une infection bactérienne ou infection virale à 60 à 80%. Et là, si on est dans le détail, on va devoir parler de dysbiose. La plupart des patients qui ont une consultation sont en mauvaise flore parce qu'ils mangent du blé moderne, parce qu'on leur fait manger de l'avoine comme les ânes, parce qu'ils prennent des produits laitiers, parce qu'ils prennent des faux sucres, parce qu'ils mastiquent mal, parce que donc actuellement, on a 80 à 90% de nos patients arrivant en première consultation qui sont en dysbiose, en mauvaise flore. Ça se manifeste souvent par des crampes ballonnements ou diarrhée constipation, parfois 1, 2 ou 3 des 4 signes, parfois les 4, mais parfois pas aucun signe, surtout quand il y a une candidose intestinale. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que je préfère toute une heure de conversation sur la flore intestinale, mais donc sachez que si vous mangez mal, si vous n'avez pas la bonne flore parce que vous mangez mal, parce que vous mangez des aliments transformés, pas des aliments, il faut manger des aliments les moins transformés possibles. Si vous mangez du pain, des sandwichs, des biscuits, des Kellogg's au lait de vache par exemple, c'est tout ce qu'il faut, exactement tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir une baisse de défense immunitaire. Alors une deuxième chose, c'est le statut en vitamines. Alors la vitamine D, là également, je m'écris un bouquin là-dessus, donc c'est quelque chose que je connais assez bien. La vitamine D, pour un adulte qui fait entre 50 et 80 kg, un taux de vitamine D suffisant dans le sang, il faut prendre tous les jours, entre 6 et 10, voire 12 unités de vitamine D par jour. Donc les recommandations officielles qui sont de 800 unités sont complètement obsolètes depuis très longtemps. Donc la vitamine D basse est peut-être la première cause d'infection à répétition, est une des toutes premières causes de cancer. Certains cancers pourraient diminuer jusqu'à 60 à 80% de cancer, certains cancers en moins. Donc cette vitamine D, c'est capital. On ne se met pas en maillot de bain ensoleillé tous les jours 20 minutes, donc il faut prendre un dosage important qui est de 10 fois les doses recommandées. Et même encore pire pour la France, parce que là, les doses recommandées officiellement sont de 600 par jour, ce qui est un vrai scandale quand on voit toutes les études qui sont publiées. D'autres vitamines importantes pour l'immunité, c'est la vitamine A. Alors depuis qu'on a arrêté l'huile de foie de morue à l'école pour tout le monde, comme on le faisait il y a très longtemps, moi j'ai connu ça quand j'étais gosse, eh bien on a une carence en vitamine A. Donc moi je prescris l'huile de foie de morue plusieurs fois par jour. Il y a également un statut en vitamine C. Alors est-ce que la vitamine C peut guérir un corona ou une infection virale? Peut-être pas, mais avoir un bon statut en vitamine C ou en autres antioxydants qui sont le glutathion, qui sont les polyphénols, qui sont la quercétine, qui sont toutes ces substances qu'on trouve dans les fruits et les légumes et l'alimentation, c'est aussi très très important. Le problème, c'est que nos fruits actuellement sont vides de tout, sont vides de vitamine C. Les fruits bio, ça va un peu mieux. Le scorbut revient et donc je conseillerais à tout le monde, surtout en période d'infection virale, en pandémie comme on l'a pour l'instant, de prendre la vitamine C tous les jours et éventuellement la vitamine C liposomiale, voire du glutathion en plus. La vitamine C liposomiale, certaines vitamines C liposomiales passent beaucoup mieux dans le sang que la vitamine C de base, mais de nouveau, il y a des qualités différentes. Donc les antioxydants, le statut en vitamines, et le statut hormonal également. Sachez que la DHA, par exemple, dont on manque tous dès qu'on arrive à 30, 35, 40 ans, la DHA est une hormone très immunostimulante. C'est peut-être la principale qui, lorsqu'elle est basse, peut faire qu'on est plus souvent malade. Donc, or les DHA basses, eh bien, ça ne concerne plus que les hommes et les femmes depuis 30-35 ans, ça concerne également des adolescents. On a des adolescents qui sont en déficience hormonale dès l'âge de 14, 15, 18 ans, c'est exponentiel.
Également le statut thyroïdien. La thyroïde également est le chef d'orchestre, elle stimule tout, dont l'immunité. Avoir une T3 trop basse et être en hypothyroïdie est une cause d'infection ORL à répétition. Et je peux vous le dire, je suis ORL à la base. L'hypothyroïdie est une cause de rhinopharyngite à répétition, de bronchite à répétition et de congestion nasale également. Donc il faut savoir que quand le nez est congestionné, qu'il y a une rétention d'eau dans les cornets, l'air passe moins bien dans le nez est moins bien ventilé. Et donc c'est une cause de surinfection, de moindre défense locale. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Alors, est-ce que l'immunité, est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut la stimuler? Oui, il y a des stimulants d'immunité qui sont l'huile essentielle. Alors moi je pense à l'origan, à la cannelle, mais il y en a plein d'autres. Et donc non seulement elle a un effet immunostimulant prouvé dans pas mal d'études, je suis en train de faire une revue de littérature là-dessus, mais également un effet destructeur. Et l'origan est virucide, bactéricide, fungicide, ainsi qu'une autre substance très vieille qui revient en force, c'est l'argent colloïdal. Alors l'argent colloïdal peut augmenter de 1000 à 10 000 fois l'efficacité des antibiotiques lorsqu'il est pris concomitamment. L'argent colloïdal pris seul a un effet spectaculaire au niveau des infections partout, que ce soit au niveau de la flore intestinale, que ce soit au niveau ORL, que ce soit au niveau pneumo, au niveau de la peau. Et l'avantage de l'argent colloïdal, c'est qu'il n'a pas les effets délétères des antibiotiques au niveau de la flore. Parce que comme vous le savez, quand on prend un antibiotique, on peut diminuer ses défenses immunitaires pendant 6 mois, 1 an, voire plus. Parce qu'on détruit la flore qui elle-même est responsable de la plus grosse partie des défenses immunitaires. Et la combinaison de l'argent colloïdal et de l'huile essentielle d'origan, par exemple, et de cannelle ou d'autres, pour moi, c'est vraiment le traitement idéal d'une infection virale ou bactérienne débutante. C'est ce que je prescris à tous mes patients en ORL, mais également en médecine fonctionnelle, c'est ce que je recommande dans toute dysbiose ou autre pathologie infectieuse. Alors l'origan, justement, vous allez le prescrire dans des capsules qui vont résister, je pense, à la digestion, en fait. Le problème, c'est que les huiles essentielles ça brûle, c'est très agressif. Donc jamais prendre des gouttes d'huile essentielle en bouche, vous allez vous brûler l'œsophage. Il faut des capsules qui soient gastro-résistantes, qui aillent vraiment plus loin dans l'intestin. Et elles doivent être prises en mangeant, alors que l'argent colloïdal doit être pris estomac vide, et ne pas manger, j'irai dans la demi-heure qui suit. D'accord. Et dans un post que vous avez mis sur votre page Facebook récemment, vous parliez justement de l'argent colloïdal, qui doit être justement bu, en fait, idéalement avec une cuillère en plastique ou en bois, en tout cas pas en métal. Mais vous avez parlé aussi dans le cas d'infection, je dirais, des voies respiratoires, justement, de l'utiliser avec un nébuliseur, par exemple. Oui, on peut le mettre en aérosol, c'est très très efficace également. Et alors, le problème qu'on a, c'est que la législation française interdit de prendre de l'argent colloïdal de la vallée, ce qui est complètement débile. Je veux dire, voilà. Mais, bon, voilà. Mais n'empêche, j'ai beaucoup de patients français, ils le commandent, ils le boivent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais alors, le fait qu'il soit mis dessus usage externe ne veut pas dire externe par rapport du digestif, c'est-à-dire externe par rapport à la perfusion. On ne le donne pas en perfusion, mais il peut être avalé sans problème. Il faut prendre, j'irai aller au moins 20 ml, 25 ml par prise. D'accord, donc ça correspond à une cuillère. 2 gorgées de cuillère à soupe, oui. Ah, moi, j'ai les patients de le boire directement à la bouteille sans mesurer spécialement. D'accord, une gorgée. Bon. Ouais. Okay. Et donc, je dirais, quand on commence une infection virale, on ne sait pas si ça va être un rhume, une grippe, un corona ou quoi que ce soit, mais je trouve que ce serait pas mal que les gens aient le réflexe de prendre des huiles essentielles, de prendre l'argent colloïdal pendant 4-5 jours et de se traiter avec ça tout en... Mais de nouveau, ça c'est bien, mais il y a tout ce qui est à côté. Il y a l'alimentation, le tube digestif, statut en vitamine D, vitamine A, statut hormonal qui est très important. Alors, vous avez parlé, docteur, tout à l'heure de vitamine A. Quelles seraient vos recommandations à titre préventif, par exemple, ou alors face à une infection virale? Mais déjà, il faut des dosages. Vitamine A, on peut être en dose toxique, mais déjà prendre 2-3 gélules de morue par jour, ça ferait de tort à personne. Parce que la déficience de vitamine A est très 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 fréquente. C'est chez 80% des patients qui sont en carence de vitamine A. Carrément. Ouais. Le coronavirus, on va en parler puisqu'il y a une épidémie mondiale actuellement. On estime que chez les patients en bonne santé de moins de 50-60 ans, la mortalité serait aux alentours de 0,2%. Peut-être que c'est plus, 0,4, 0,5, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là, c'est très très peu. On s'est rendu compte que certains jeunes se retrouvent en détresse respiratoire, intubés, voire meurent, et c'est probablement des jeunes qui ont pris des anti-inflammatoires.
On sait depuis toujours que prendre des anti-inflammatoires, c'est contre-productif par rapport à ce que le corps essaie de faire lorsqu'il se défend contre une infection. Si le corps chauffe, si on fait de la température, si on a de l'inflammation, une douleur, c'est pas sans raison. Donc, je trouve, depuis toujours, je dis ça, c'est pas seulement maintenant, que je trouve ça stupide de se jeter sur un anti-inflammatoire ou de paracétamol, d'Afalgan, de Doliprane en France, au moindre bobo. Il faut laisser les gens tousser. Moi, je donne très très peu d'antitussifs, sauf dans des cas extrêmes, parce que ça peut dégager le voie respiratoire. Chauffer avant la température, c'est un moyen pour le corps de se défendre contre la bestiole qui nous attaque.